Ici Maître Sylvain Lamarche, bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Justice citoyenne est une mission d'action juridique visant la participation des citoyens et des responsables d'organismes communautaires en droit du travail et en droit de la santé dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, le sujet de l'émission est l'abolition de la mise à la retraite obligatoire et l'intimidation des travailleurs âgés au travail. On sait que les changements technologiques, la restructuration des entreprises, le contexte économique font en sorte que plusieurs décisions administratives amènent la mise à pied des travailleurs plus âgés. La loi a prévu l'abolition de la mise à la retraite obligatoire et certains recours contre les travailleurs âgés qui seraient victimes d'intimidation au travail. Les employés plus âgés qui seraient forcés de prendre leur retraite ou qui feraient l'objet de modifications substantielles de leurs conditions de travail pourraient, dans certains cas, exercer de recours à l'encontre de leur congédiement. Mentionnons que l'employeur qui a l'intention de mettre un terme à l'emploi d'un travailleur âgé à cause de sa baisse de rendement ou de l'incapacité de faire son emploi, devra fournir des preuves tangibles de son impossibilité de le maintenir à l'emploi. Les changements technologiques ou la réaffectation du lieu de travail pourraient constituer des modifications substantielles des conditions du contrat de travail. Si l'employeur, par des manœuvres de subterfuge, pousse son employé plus âgé à la retraite, il pourrait faire l'objet de poursuites pour congédiement sans qu'il y ait eu nécessairement rupture de lien d'emploi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'abolition de la retraite obligatoire, des dispositions de la loi sur les normes du travail font en sorte qu'il est illégal pour un employeur de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié pour le motif qu'il a atteint ou dépassé l'âge de la retraite ou le nombre d'années de service à compter duquel il sera mis à la retraite. Pour nous parler du sujet de l'émission d'aujourd'hui, la mise à la retraite forcée et l'intimidation au travail, nous avons comme invité M. André Etu, directeur général de l'organisme Midi 40. Bonjour, M. Etu. Bonjour, Maître Lamarche. Midi 40, quel est cet organisme? L'Association Midi 40, c'est un organisme d'employabilité qui existe depuis 26 ans, qui s'intéresse aux personnes de 40 ans et plus. C'est venu au monde suite au fait que déjà, il y a 26 ans, il y avait des situations d'agisme qui se produisaient, des gens qui perdaient leur emploi de façon imputable à l'âge, en tout cas, c'est l'impression que ça donnait, et qui avaient surtout besoin d'un service très spécialisé pour les accompagner à retrouver un nouvel emploi. C'est 26 ans plus tard, hélas, encore plus vrai que jamais. Est-ce qu'on voit récemment là, une augmentation de votre clientèle de gens de 50 ans et plus qui perdent leur emploi ou qui sont mis à la porte? Oui, mais c'est conforme à la démographie. Il y a plus de personnes de 50 ans et plus de façon générale, donc il y a plus de gens qui perdent leur emploi de façon générale aussi, proportionnellement à la démographie. Et oui, on en voit une augmentation de personnes de 50 ans, 55. On a des clients, l'effet un peu nouveau depuis les 5 dernières années, c'est qu'on a des personnes qui veulent continuer, puis qui doivent le faire, poursuivre leur travail après 65 ans. 64, 65, 66. On a eu des records, des gens de 60... L'un de 78 ans, qui était super en forme, j'aimerais ça hériter de son bagage génétique, il était extraordinaire. Et il est venu nous voir pour l'accompagner dans une recherche d'un nouvel emploi parce qu'il était bien tanné de travailler de nuit. Puis il était en forme, mais il y a des cas exceptionnels comme ça. La majorité de notre clientèle, la moyenne, c'est 54 ans. Est-ce qu'il y a quelles sont les principales causes de congédiement ou de mise à pied ou de licenciement dont vous avez été témoin? Je dirais de façon générale, la perception que moi j'en ai avec le temps, c'est essentiellement et de plus en plus une question de rationalisation. Pas toujours une belle rationalisation éclairée qu'on approuve, qu'on applaudit, mais de toute évidence, les gens qui gèrent les entreprises dans le contexte de la mondialisation, de la compétition extrêmement intense, féroce, font des gestes de diminuer le personnel, en commençant souvent par les plus hauts salariés, et ça coïncide avec le fait que c'est des gens les plus expérimentés, Mais malheureusement, pour l'entreprise, j'ai toujours l'impression qu'elle se tire une balle dans le pied parce que, à l'image, les gens les plus compétents de leur entreprise. Donc, vous êtes témoin, finalement, des mises à la retraite obligatoires ou de l'intimidation au travail de certaines personnes âgées, de certains travailleurs âgés, et de plus en plus qui seraient liés, finalement, à une gestion qui pourrait être questionnable au niveau des relations de travail.
Ça va prendre beaucoup de discernement pour distinguer est-ce qu'il s'agit d'un geste malveillant, un geste de l'agisme comme tel, une attitude pleine de préjugés et de mauvaise compréhension ou de mauvaise évaluation de la situation, ou on est en présence simplement d'une rationalisation destinée à essayer de sauver l'entreprise qui est en difficulté et qui n'est pas du tout personnalisée, là, qui n'est pas... tout existe. Donc, ça produit tout le même effet, par exemple. Quels sont les services que vous offrez aux personnes qui ont été L'accueil, pour congédiées ou commencer. licenciées La ou plupart perdu des leur gens emploi? qui nous arrivent sont toujours dans un état de désarroi, aller jusqu'à la détresse, parce que certains sont en épuisement professionnel. Oui, plusieurs ont été victimes de harcèlement, du moins ils l'ont vécu ainsi. De toute évidence, allez voir, on voit tout de suite que c'est des gens victimes, il y a des symptômes, là, qui ont été victimes de harcèlement, ils ont été dévalorisés. Puis ils sont dans un état assez... une estime de soi là, désorganisée, alors que c'était des gens de très haut niveau. Donc, vous leur offrez un service d'accompagnement, de réorientation, de support? Oui. Notre principal objectif, c'est d'accompagner les gens à se trouver un nouveau travail. Donc, dès l'instant où ils arrivent, l'objectif, c'est de se retrouver au travail, un travail le plus satisfaisant possible, qui répond au niveau de la personne et dans le meilleur état possible. Étant donné qu'ils arrivent souvent dans un état assez perturbé, ça devient nécessaire de prendre un petit moment, un petit peu d'oasis dans la tempête pour essayer de les aider à se restructurer de leur estime de soi, reprendre contact avec toutes leurs valeurs. Et c'est la partie la plus magnifique de notre travail parce qu'on voit, on est très expérimenté à faire cette activité-là. D'accord. C'est très facile à faire aussi parce que les gens ont effectivement un bagage formidable. Quand on a 50 ans, on a 50 ans d'expérience, on a 50 ans de vie. Alors, on a peut-être 30 ans d'expérience sur le marché du travail. Alors, ça a de la valeur, ça. Donc, dans l'état où ils arrivent, ils sont en général, leur estime de soi est assez désorganisée. Une de nos activités qu'on fait avec ces gens-là, c'est de regarder la richesse du bagage qu'ils ont accumulé et en faisant un bon bilan de l'ensemble de leur expertise, ça reconstruit assez rapidement l'estime de soi, parce que là, ils découvrent que sacrifice, ils ont quelque chose de magnifique à offrir à l'employeur. Ils se reconnaissent comme ayant une valeur marchande sur le marché de l'emploi, ce qui était plus sûr quand c'est arrivé. Étant donné qu'ils ont perdu leur emploi, ils pensent que c'est à cause de l'âge. Ils se demandent si, y a-t-il encore quelqu'un qui va vouloir de moi? Ils sont inquiets par rapport à leur capacité à se trouver de nouveaux travail. Nous, on sait, on en a accompagné des milliers. Fait qu'on sait qu'ils sont encore très employables et qu'on est capable de traverser les préjugés des employeurs qui seraient portés à mettre à l'écart des gens qui auraient 50 ou 55 ou 60. On a des stratégies adaptées à chaque personne pour leur apprendre comment traverser les préjugés des employeurs. Merci. En vertu de l'article 84.1 de la Loi sur les normes du travail, un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu'il a atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis à la retraite, suivant une disposition législative, générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit ou suivant la pratique en usage chez son employeur. En vertu de l'article 122.1, il est donc interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu'il a atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis à la retraite, suivant une disposition législative, générale ou spéciale qui lui est applicable ou suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur. Une plainte pour mise à la retraite interdite pourrait être logée en vertu de l'article 123.1. L'article 123 s'applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite pour le motif énoncé à l'article 122.1. Cependant, le délai pour soumettre une telle plainte est alors de 90 jours. Il existe également un recours en cas de harcèlement psychologique au travail pour l'un des motifs énoncés de discrimination au travail, qui sont avoir atteint l'âge de la retraite. En vertu de l'article 123.6, le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique
peut adresser par écrit une plainte à la commission. Une telle plainte peut aussi être adressée pour le compte d'un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés. En vertu de l'article 123.7, toute plainte relative à une conduite d'harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite. Oui, M. Etu, donc j'ai bien compris que les gens arrivent souvent sans avoir pris pleinement conscience des événements qu'ils ont subis au travail ou des raisons pour lesquelles ils ont été congédiés ou ils ont perdu leur emploi. À quel moment êtes-vous témoin finalement de la réalisation peut-être des gestes ou des congédiements ou de la mise à la retraite obligatoire dont ils ont été victimes au travail? À quel moment ce réveil-là ou cette prise de conscience-là arrive? En les accompagnant, on découvre jusqu'à quel... Nous, notre tâche est un petit peu de distinguer, de les aider à avoir le discernement qu'ils ne sont pas victimes, c'est pas personnel. Dans bien des cas, ça ne semble pas l'être. C'est vraiment de la rationalisation. Systématique, peut-être aussi? Systématique. Ils font partie d'une... C'est pas parce que c'est cette personne-là qui était pas... C'est pas ça. Mais dans d'autres cas, c'est le cas. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, c'est particulièrement intéressant qu'ils soient conscients que... Bien, nous autres, en tout cas, on les aide à conscientiser que ce qu'ils viennent de vivre, c'est pas normal. C'est pas une situation correcte. Et qu'ils sont victimes d'une gestion des ressources humaines épouvantable. Dans certains cas, même, à dénoncer. On regrette, et c'est une bonne raison de vous rencontrer. Pour moi, c'est, comme directeur, c'est un plus qu'on commence une communication que je vais découvrir. Nous allons découvrir, les intervenants, le droit au travail, puis dans quelles circonstances on peut aider ces gens-là à possiblement avoir des recours, autant pour récupérer pour eux-mêmes, mais aussi pour contrer les espèces de psychopathes gestionnaires qu'il faut les arrêter dans les dégâts qu'ils font. En termes de droit du travail, on sait qu'il y a des recours. On en a parlé au début de l'émission. On en a parlé aussi là, lors des capsules. On sait qu'il y a des recours au travail pour les personnes qui sont victimes de congédiement ou de mise à la retraite obligatoire, ou d'intimidation ou de harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail. Il y a plusieurs recours aussi en vertu de la Commission des droits et libertés de la personne. Et pour certains cadres supérieurs, il y aura possiblement aussi la possibilité d'aller devant la Cour supérieure. Mais les gens ont toujours l'obligation, et c'est là qu'un organisme comme le vôtre est vraiment intéressant et important, on sent, nous, de notre côté, les intervenants au niveau des recours puis des droits du travail, une absence ou un manque de ressources d'accompagnement des travailleurs, autres les ressources institutionnelles comme l'assurance-emploi ou les autres organismes d'accompagnement au niveau des retraités. Le plan B que vous offrez, la reclassification des travailleurs, est effectivement important et la remise en emploi le plus rapidement possible des gens. D'ailleurs, ça fait partie d'une obligation légale de mitigation des dommages, de se remettre le plus rapidement possible à l'emploi. Au niveau des recours, effectivement, étant donné l'état des travailleurs, étant donné la prescription qui est fait au niveau du 45 jours dans le cas d'un recours 45 jours dans le cas d'un recours en vertu de l'article 124. Et quoi? Dans le cas d'un recours pour congédiement sans cause suffisante et dans un cas d'un recours pour mise à la retraite obligatoire, c'est 90 jours. Mais comme c'est subtil et très difficile de savoir est-ce que j'ai été mise à la retraite, est-ce que c'est à cause de la mise à la retraite? Dans certains cas, ou est-ce que c'est une cause pour congédiement? C'est le délai de 45 jours qui devrait être à ce moment-là appliqué. Et là, ce que vous m'expliquez, c'est que les gens arrivent dans un état où même la prise de conscience qu'un geste illicite aurait ça peut prendre plus de temps que ça. Donc, ça, c'est un fait, ça. C'est assez... Et ils sont surtout dans... Regardez, il y a plusieurs combinaisons qui ne favorisent pas que les gens aillent à la recours. Et c'est pas... J'approuve pas nécessairement ça, mais c'est une observation qu'on peut faire. Les gens sont tout à fait déstabilisés, pour le moins, dans un état de détresse dans certains cas. Ils sont financièrement... et puis, l'idée même d'avoir des recours puis de mettre toute l'énergie à essayer de se faire avoir justice avec pas d'argent quand on pense que
le monde de la justice est assez dispendieux, c'est l'impression collective qu'on a. Donc, est-ce que pour quelqu'un qui est dans cette situation-là, il y a moyen d'envisager des recours qui ne seraient pas si dispendieux que ça ou qui seraient supportés par... Moi, je crois que l'utilisation des recours qui sont prévus à la loi sur les normes du travail, même si on est cadre et qu'on peut... c'est sûr que si on est cadre, là, il y a certains aspects de la loi qui pourraient ne pas s'appliquer, mais je crois qu'il serait intéressant et très important que les gens qui ont l'impression d'avoir été victimes d'harcèlement psychologique ou d'intimidation, on va souvent les taxer d'avoir cette perception-là. Mais il ne faudrait pas penser que parce qu'on a une perception qu'elle est manifestement fausse. Ah non, pas du tout. Alors, à partir de là, je pense que l'intervention rapide auprès des organismes d'accompagnement et de consultation pourrait être un élément qui pourrait militer en faveur des recours. Et en ce qui concerne la médiation qui est offerte aux normes du travail, de pouvoir y aller accompagné d'un consultant ou d'un conseiller juridique ou d'un avocat, ce qui évite parfois là, d'entreprendre des recours judiciaires qui sont coûteux. Et si, grâce à vos organismes comme le vôtre, les gens sont en plus accompagnés dans un plan B de réinsertion sociale, une réparation rapide en cas d'une conciliation ou d'une médiation pourrait être favorable et permettre finalement, et comme aussi l'aspect finalement d'essayer d'enrayer cette problématique-là de mauvaise gestion qui peut arriver, c'est pas généralisé, mais qui peut arriver. De part d'un non-respect des travailleurs âgés ou des travailleurs... Je ne dirais pas que la majorité des gens qui viennent nous voir ont été victimes de pratiques douteuses ou de... C'est pas la majorité, mais il y en a, c'est certain. Et c'est eux que ça vaut la peine pour deux raisons, comme on le disait, de peut-être remettre ça en question puis de faire une plainte à la Commission des normes pour, on croit, tout le monde, qui ont été victimes d'un congédiement abusif. En tout cas, comment vous appelez ça? Congédiement sans cause juste et suffisante ou une mise à la retraite obligatoire qui est ça vaut peut-être la peine d'être dénoncé pour d'abord peut-être envisager une réparation pour la personne qui a été victime de ça, mais aussi favoriser qu'il y ait une remise en question chez l'entreprise des pratiques de gestion douloureuses, cruelles et pas rentable pour l'entreprise, étrangement. La pratique du despotisme comme mode de gestion est absolument pas rentable. La gestion humaniste est bien, bien plus rentable. Et, les gens ne font pas de rotation. Ils sont très heureux au travail, ils sont très productifs, ils sont très... et la plupart des gens de 50 ans et plus, de 45 ans et plus, sont des gens naturellement très dédiés à l'entreprise, ils sont très volontaires à amener un apport à l'entreprise, à offrir tout ce qu'ils ont. Donc, c'est des gens très productifs pour une entreprise. Des torturés, en quelque sorte, des dévalorisés, c'est pas rentable. Donc, finalement, on a un organisme Midi 40 qui va accompagner les personnes, les travailleurs qui auraient pu être licenciés, perdre leur emploi, et en même temps, bien, il y a les possibilités d'être conseillés pour aller évaluer ou valider la perception qu'ils ont d'avoir été congédiés ou mis à la retraite de façon obligatoire ou même victimes d'harcèlement psychologique au travail. Donc, on sent qu'il y a maintenant deux obligations et deux services d'accompagnement pouvant permettre d'aider et d'accompagner les travailleurs. Donc, si j'ai bien compris, M. Hétu, les gens, effectivement, arrivent sans trop comprendre ce qui leur arrive, sans trop réaliser, arrivent à vos services, sans trop réaliser, finalement, si oui ou non ils ont été victimes de manœuvres illégales ou illicites au niveau de leur perte d'emploi. Ne sont pas nécessairement en état de faire valoir des droits ou d'entreprendre un combat judiciaire du fait d'un manque de ressources, du fait d'un doute par rapport à leur perception de la réalité qu'ils ont vécue et du fait d'une espèce d'isolement qu'ils vivent par rapport au recours qu'ils pourraient entreprendre. Maintenant, vous avez été témoin finalement des gens. Qu'est-ce qui collaborent ou qui participent à l'éveil
du citoyen, du travailleur qui a été congédié, de reprise en main au niveau de sa réorientation et finalement de reprendre en main les possibilités d'utiliser un recours pour obtenir réparation. Quel est l'élément porteur? Nous avons très peu d'expérience du dernier élément, qui est celui d'aller vers un recours et de tenter d'obtenir une justice. Tout ce que vous avez décrit au début est très exact. Les gens arrivent désorientés. Ils ont très peu de moyens, très peu de ressources. L'impression est que la justice coûte cher et qu'ils ne sont pas dans une situation financière. Ils sont dans une situation financière extrêmement défavorable. C'est à peine il y a des gens, parmi des gens de haut niveau, qui se retrouvent sans aucune source de revenus. C'est pas très long que ça devient très, très critique comme situation. Alors, dans cette situation-là, de penser avoir bien, ce qui serait intéressant d'apprendre, peut-être, c'est qu'est-ce que ça donnerait de faire ça? Je vais vous donner un exemple. Le service d'accompagnement que vous offrez est un service nécessaire pour reconquérir l'estime de soi, mais et davantage aussi reprendre finalement là, un travail et un emploi. Oui. Mais en même temps, la réalisation d'avoir été bafoué, excusez l'expression, d'avoir été finalement victime ou d'avoir été victime d'harcèlement psychologique ou d'un congédiement illégal ou de manœuvre illicite, le fait de se tenir debout, de revendiquer ses droits, d'aller à tout le moins valider ou invalider notre perception d'avoir été victime d'un droit, participe aussi à la reconquête de la dignité du travailleur et de l'estime de soi. Donc, j'y vois un arrimage possible entre les services d'accompagnement des organismes comme le vôtre et les services légaux pour obtenir réparation. Parce que on sait de toute façon que obtenir une réparation va être éventuellement nécessaire pour réorienter sa carrière et poursuivre. C'est très souhaitable. Et poursuivre. Au-delà du plan psychologique, est-ce que sur le plan financier, ça peut être un support? Les gens peuvent obtenir un support financier dans le résultat. Supposons que ils entreprennent la démarche. Moi, je pense qu'on a un système de législation sociale en droit du travail, les lois sur les normes du travail, qui est un système qui est gratuit. Au niveau, à tout le moins, des premiers niveaux, il y a même un service là, de défense, d'accompagnement juridique au niveau de la Commission des relations de travail. Mais je pense que d'utiliser ces ressources-là au tout début, en plus d'avoir démontré une possibilité de se réorienter et d'avoir une nouvelle carrière ou un nouvel emploi, permettrait rapidement d'obtenir une réparation dans la première année ou qui suit le congédiement ou la mise à la retraite, et de tenter, là, par le service de médiation, d'obtenir une réparation. Mais l'élément le plus important, c'est plus les employeurs vont être informés et plus les travailleurs vont être sensibilisés aux droits et aux recours qu'ils peuvent entreprendre, moins cette pratique-là va avoir tendance à s'élargir et finalement, on va peut-être prendre connaissance de la qualité des travailleurs, comme vous aviez si bien dit, la qualité des travailleurs qui ont une expérience dans l'entreprise et non pas y voir un coût. Ouais. Il me semble y avoir... tout le monde a tout à gagner d'être conscient de la valeur d'un travailleur expérimenté. Votre émission s'appelle Justice citoyenne, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est l'émission Justice citoyenne et vous êtes un citoyen qui peut présentement sensibiliser les gens. Une des raisons que l'organisme a de coopérer avec cette quête-là de justice citoyenne, c'est de sensibiliser les employeurs à cesser les pratiques despotiques non rentables pour l'entreprise et aussi d'arrêter de créer tant de victimes. On les reçoit, nous, les victimes, puis on fait de l'accompagnement à la mise à pied. À Midi 40, on offre aussi un service d'accompagnement à la mise à pied pour les entreprises, pour leur aider à faire ça de façon humaniste. Bien. Et une fois qu'ils l'ont appris, c'est au service de tout le monde. La personne ne garde aucune rancune envers l'entreprise parce qu'elle comprend pourquoi, elle sait que ce n'est pas personnel. Là, on parle des employeurs qui ont juste besoin de s'instruire sur faire les choses correctement. Les autres employeurs qui sont des gens qui abusent,
qui font des dégâts parce qu'ils frappent sur la personne qu'ils veulent congédier. Ceux-là méritent d'être dénoncés et d'être amenés devant la justice. Puis espérons que la victime va recevoir un dédommagement financier. Parce que les conséquences de la perte d'emploi sur le plan financier est terrible. On reçoit des gens qui sont dans un état pareil, comme quand on voit dans les... bon, on dit qu'ils ont vécu une tornade, là, qu'ils ont tout perdu, là, la maison, la voiture, le chalet, la femme bien souvent, puis, et tout. Puis que surtout une situation financière là, avec rien dans leur poche. On a des clients qui sont dans cette situation. Donc, on vous remercie beaucoup de votre intervention auprès des citoyens là, qui ont perdu leur emploi. Votre organisme est bien l'organisme Midi 40. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci, maître. Au revoir. Nous constatons actuellement des transformations profondes du monde du travail issues des conséquences de la Division internationale du travail et de la libération des marchés, telles que la précarisation des emplois, une dégradation des régimes de protection sociale qui risquent parfois de porter atteinte aux droits des travailleurs et des travailleuses. Certaines organisations notent des reculs importants concernant les droits et libertés de la personne, pouvant affecter particulièrement les femmes, les personnes issues de l'immigration, les travailleuses et les travailleurs migrants plus susceptibles d'être victimes de discrimination au travail et d'atteinte à leur intégrité et à leur dignité. 3 principales lois sur les droits de la personne s'appliquent en matière d'emploi et de relations de travail, en matière de protection des droits fondamentaux. Il s'agit de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Charte des droits et libertés de la personne. La Loi canadienne sur les droits de la personne s'applique au gouvernement et aux particuliers en matière de relations de travail de compétences fédérales, comme les entreprises de communication, les transports et les banques. La Charte des droits et libertés de la personne est la loi qui trouve le plus souvent application dans les relations de travail au Québec. La Charte des droits et libertés de la personne a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Les tribunaux administratifs tels que la Commission des relations du travail, les arbitres de grief institués en vertu du Code du travail du Québec, ont le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la Charte des droits et libertés de la personne. Les tribunaux supérieurs et administratifs ont comme mission d'interpréter les dispositions des lois, des conventions collectives ou de tout autre document, contrat de travail, dans le cadre des relations de travail, afin de s'assurer que les droits fondamentaux sont respectés en droit du travail. Les tribunaux administratifs et les arbitres de grief ont non seulement le devoir, mais aussi la responsabilité de faire appliquer les droits et libertés de la personne dans le cadre des relations de travail. Si vous avez des commentaires ou des questions sur les capsules en matière de droit d'emploi et de droit de la personne, nous vous invitons à nous les communiquer par courriel à l'adresse qui apparaît à l'écran. Vous venez d'assister à l'émission Justice citoyenne qui portait sur la mise à la retraite obligatoire et l'intimidation au travail. Nous vous invitons à revenir la semaine prochaine pour une autre émission Justice citoyenne, une émission qui nous concerne tous. Nous y serons.